quand l'idée d'éducation nationale est apparue, en gros, c'est au 18e siècle. Tu vois, au 18e siècle, dans la foulée de la Révolution française, puis des États-nations en Europe, est apparue l'idée que un espace démocratique public va supposer des gens informés de ce qui se passe dans le monde et va supposer des gens qui ont été habilités à réfléchir, à discuter, à prendre part à des discussions politiques. Il y avait deux institutions fondamentales pour assurer ça. Il y avait deux lieux là, par lesquels on va assurer que les gens soient capables de devenir, on employait le mot citoyen à l'époque pour désigner ça. C'était l'éducation, qui a donc comme fonction, pas la seule, mais une de ses fonctions importantes, c'est de former des citoyens, c'est de préparer des citoyens. De l'autre côté, les médias. On reviendra sur les médias peut-être plus tard dans la discussion, mais autour de l'éducation, c'est vrai qu'une des missions en droit, ça ne veut pas dire que dans les faits, ça a été bien joué, là. Ça ne veut pas dire que ça a été réalisé correctement non plus. Mais en droit, une des missions de l'éducation, c'était de former des citoyens, c'est-à-dire d'habiliter des gens à être capables de prendre part à des débats politiques en étant informés, puis en étant capables de penser aux questions politiques au-delà de leurs intérêts particuliers. C'était ça la chose importante. Pas de penser aux questions politiques, pas intervenir dans un débat économique, socio-politique du point de vue de mes intérêts égoïstes. Être capable d'en parler du point de vue du bien commun, du point de vue de l'intérêt collectif. L'éducation visait à former ça. Or, dans les transformations liées à ce qu'on appelle faussement, selon moi, le néolibéralisme depuis une trentaine d'années, on a vu que les institutions dominantes se sont rendues compte que c'était un enjeu important de l'éducation, qu'il était important de se l'approprier. On peut se demander si, est-ce que c'est vrai ce que je suis en train de dire? Est-ce qu'il pénètre le monde de l'éducation? Alors, je pense que quiconque regarde le dossier se rend compte que c'est vrai. Du primaire jusqu'à l'université, ça varie selon les pays. C'est pas la même chose aux États-Unis, au Canada anglais, au Québec ou en France. Ça dépend de l'histoire de chacun des systèmes, ça dépend comment il s'est développé. Mais on voit une pénétration massive des corporations, des entreprises, du monde de l'industrie privée dans le système d'éducation. Pourquoi ils font ça? Pourquoi ils le font? Mais les réponses sont assez simples. Hein? C'est-à-dire que, d'abord, c'est un marché, l'éducation. C'est extrêmement rentable. Alors, il est intéressant de s'approprier ce pan-là de l'activité sociale et économique parce que c'est rentable. Ensuite, ça permet de s'approprier du cerveau des enfants. On peut le dire aussi brutalement que ça. Hein? Éduquer, c'est s'emparer du cerveau des gens. Alors, c'est une chose extrêmement crucial, hein, extrêmement grave que de pouvoir s'emparer du cerveau des enfants. Ça demande une forte justification, et je ne suis pas sûr qu'on puisse en donner une simplement, une justification à ce fait-là. Mais quand les entreprises pénètrent le monde de l'éducation, ils visent à s'approprier du cerveau des enfants. C'est-à-dire ils visent à transformer les sujets qui sont là. Et là, à partir de ce moment-là, on voit dévier de la formation vers la citoyenneté, du sens du bien commun. La formation, on la voit dévier vers les intérêts des entreprises privées qui s'approprient le monde de l'éducation. C'est pas la même chose quand on pense le monde du point de vue de la culture, du point de vue du savoir, en extériorité, que quand on le pense du point de vue de ce que nous donne telle ou telle entreprise. Tu comprends? Et donc, ce deuxième élément-là est toujours présent. Donc, appropriation de marché, appropriation du cerveau des enfants, et ensuite préparation de la main-d'œuvre. C'est-à-dire que l'éducation va aussi de plus en plus, dans la perspective que je suis en train de décrire, perdre ses autres fonctions, de préparation à la vie civique, d'ouverture vers le monde, de pur plaisir de compréhension puis de connaissance désintéressée pour s'orienter vers l'asservissement au marché, c'est-à-dire la préparation de l'ensemble des sujets qui sont éduqués pour des fonctions économiques. L'éducation deviendra le prélude à la vie marchande, le prélude à l'emploi. Ça aussi, c'est extrêmement troublant. Puis on a vu ça depuis une vingtaine d'années, effectivement, oui, des transformations semblables, avec des résistances, hein, c'est important de le dire. De la même manière que ce phénomène-là se produit, en même temps se produisent des résistances, et c'est tant mieux. Channel One, c'est une compagnie donc américaine, maintenant cotée en bourse, et qui a lancé ce projet qui consiste à aller voir les écoles, qui évidemment manquent d'argent, et leur dire, on va vous proposer du matériel, parce que vous n'en avez plus, on va vous fournir des télévisions, des magnétoscopes. En échange de quoi, vous allez passer pendant X minutes, je pense que c'est 20 minutes par jour, des émissions à portée pédagogique que nous préparons. Alors, c'est des émissions qui, par exemple, peuvent expliquer l'actualité aux enfants. Alors, l'intérêt, évidemment, d'une chose comme celle-là, c'est qu'on s'adresse à une clientèle captive. Pendant X minutes par jour, donc, les émissions sont proposées. Et vous devinez qu'à travers ces émissions-là, il y a des publicités qui sont passées. Alors, on va mettre quelques minutes de publicité qui permettent à des annonceurs de s'adresser dans un contexte, dans un climat extrêmement privilégié à cette clientèle captive. Alors ça marche très fort en ce moment aux États-Unis. Chez nous, on a tenté de l'implanter. La compagnie s'appelait Athéna au Canada qui a tenté d'implanter ça. Ils ont fait des efforts soutenus pendant quelques années et largement les gens ont refusé ici. Les commissions scolaires ont refusé. Il faut dire qu'on n'est pas dans l'état de financement des services publics qu'on trouve aux États-Unis. Mais ça représente un autre des assauts contre l'éducation qui est mené en ce moment. Et ça prend toutes sortes de formes, encore une fois, selon les pays, les régions. La compagnie mobile présente des programmes sur l'énergie
l'énergie. Alors, vous allez apprendre la protection de l'environnement avec Mobile, comme vous allez pouvoir apprendre la nutrition avec NutraSuite. Je ne l'invente pas, mais NutraSuite a un programme pour apprendre la nutrition aux enfants. Comme vous allez apprendre les vertus de l'ALENA avec une GM. Comme vous allez apprendre la protection des forêts ou de l'environnement avec des compagnies qui sont principalement responsables de la déforestation. Donc, ultimement, ce modèle-là se répercute là, du primaire jusqu'à l'université. Ce qui fait qu'ultimement, on pourrait avoir je le dis à moitié en blague, là, mais des départements d'écologie dans les universités qui vont être des endroits où on va justifier la pollution. Et c'est ça qui est troublant. C'est la perte de sens de certaines activités intellectuelles puis humaines que ça entraîne. Plus nous croyons devenir efficaces économiquement, il faut dire plus exactement financièrement, parce qu'on confond l'économie et la finance, hein, c'est multiplier l'argent. Donc plus on devient efficace dans la multiplication de l'argent, plus on perd du sens. Alors, est-ce que ça a du sens, par exemple, de dire que General Motors, je prends juste cet exemple, est efficace parce qu'ils ont fait 23, 24 milliards de dollars de profit net dans la dernière décennie, mais en même temps, ils ont fait 300 000 chômeurs. Alors, est-ce que ça a du sens? D'un côté, on dit General Motors est efficace, mais que veut dire cette efficacité? On dit, par exemple, l'économie américaine est plus efficace. Bon, et le plus efficace en indicateur financier, en indicateur de rendement sur capital investi, etc. Mais jamais les États-Unis n'ont eu autant de gens qui vivent au-dessous du seuil de pauvreté à l'américaine, bien sûr. Jamais l'Amérique n'a eu autant de gens qui n'ont pas accès à des soins. 40% de la population américaine n'a accès pratiquement à aucun soin de santé. Jamais les États-Unis n'ont eu un niveau d'éducation aussi bas. 50% des Américains ne savent pas situer l'Angleterre sur une carte de géographie. Aujourd'hui, enfin, c'est quand même aberrant. Quand on a à la télévision, quand on a tout ça, 50 chaînes minimum par maison. Donc voilà un peu, en gros, ce que j'appelle cette panne de sens. Nous devons être de plus en plus efficaces matériellement, économiquement, financièrement, mais écologiquement, socialement, politiquement, humainement, nous perdons de plus en plus de valeur et de qualité de vie. Voilà cette panne de sens. On ne sait pas en parler parce qu'il faut sortir complètement du discours économique dominant pour pouvoir commencer à mettre du sens. Autrement dit, il faut reformuler le problème depuis zéro. Or, le reformuler depuis zéro, il faut partir depuis Aristote. Aristote déjà avait dit, attention, ne confondez pas l'économique, qui vient de l'oikos nomia, la maison et la norme de conduite de la maison et de la communauté, avec la crématistique et créma athos, l'accumulation de l'argent. Alors ça nous amène à la question de l'éducation. En éducation aujourd'hui, jusqu'à quel point enseigne-t-on Aristote? Qui connaît Aristote? Qui lit Aristote? Alors si je dis Aristote, je peux en dire autant de Victor Hugo, de Jean-Paul Sartre, d'Archimède, etc., etc. Bon, passons. Alors, aujourd'hui, on dit paradoxalement que nous sommes dans l'économie du savoir et de la connaissance, mais on n'a jamais aussi peu éduqué, aussi peu enseigné. Mais en même temps, on n'a jamais mis aussi d'emphase sur les institutions dites de formation et d'éducation. Mais je m'explique où est le paradoxe, où est le non-sens. Le paradoxe et le non-sens sont dans le fait que, à peu près partout dans le monde, et particulièrement en Amérique du Nord, on est en train de transformer l'institution d'éducation en institution de reproduction de serviteurs du système. Autrement dit, d'espèces de bipèdes pensants qui n'ont pas d'autres soucis, qui ne doivent plus avoir d'autres soucis que de maintenir ce marché libre et autorégulé et de maintenir cette mécanique à production et multiplication de l'argent. C'est ce qu'on appelle l'employabilité, c'est ce qu'on appelle former des employables, c'est ce qu'on appelle réformer l'éducation depuis le primaire jusqu'à l'universitaire pour former des gens qui trouvent leur place sur le marché du travail. Or ça, c'est horrible. Est-ce qu'aujourd'hui un Victor Hugo serait employable? Est-ce qu'aujourd'hui un Socrate serait employable? Est-ce qu'aujourd'hui un Paul Verlaine, un Rimbaud serait employable? Non. Donc il n'y en aurait pas. Mais que serait l'humanité sans Socrate, sans Aristote, sans Rimbaud, sans Verlaine, sans Victor Hugo? Que serait l'humanité sans ces gens-là? Nous serions des animaux. Alors aujourd'hui, sous prétexte que ce n'est pas employable, que le marché n'en veut pas, eh bien, on ne forme plus de poètes, on ne forme plus de gens de littérature, on ne forme plus de gens de mathématiques pures, on ne forme plus de gens de physique théorique, on ne forme que ce que l'industrie, l'entreprise financière veut pour alimenter la machine à multiplier l'argent. Alors, qu'est-ce que c'est ces employables?
ce sont ceux que je vois moi-même dans les universités dans lesquelles j'enseigne, à travers le monde. C'est-à-dire qu'au niveau le plus élevé, deuxième, troisième cycle, maîtrise, doctorat, c'est ce que j'appelle les technocrates, c'est-à-dire des gens des technocrates analysants, qui sont formés à analyser des problèmes, problem solving, et on leur fait croire qu'ils sont intelligents parce qu'ils font du problem solving. Alors que l'intelligence, ce n'est pas le problem solving. L'intelligence, c'est la formulation des problèmes. Celui qui est intelligent, c'est celui qui formule le problème, qui le met en énoncé, qui le met en termes de liens et de combinaisons, qui appelle une question. C'est celui-là qui est intelligent. Celui qui se penche sur un problème déjà formulé pour trouver l'équation ou la formule qui donne la solution, ce n'est pas lui qui est intelligent. Or, c'est ça qu'on nous fait croire. Donc, des technocrates analysants, c'est des gens qui maîtrisent des techniques d'analyse et de calcul et qui confondent penser, réfléchir avec analyser et calculer. Et ils prennent des décisions sans état d'âme, du genre licencier 60 000 personnes en un jour, doubler son salaire de millions de salaires et dire « je souffre en plus ». Je prends des décisions difficiles. Mais ça, c'est des non-humains. Quelqu'un qui prend des décisions sans état d'âme et qui le dit, c'était quelqu'un qui est en train de dire « je ne suis pas un être humain ». Alors de quel droit le laissons-nous prendre des décisions qui touchent à des êtres humains? Puisque lui dit « je n'ai pas d'état d'âme, donc je n'ai pas d'âme, donc je ne suis pas un être humain ». Alors, voilà les technocrates que nous formons au haut niveau. Au niveau intermédiaire, c'est ce que j'appelle les techniciens producteurs. Ces techniciens producteurs, c'est des serviteurs de machines, des servants de machines, depuis l'ordinateur jusqu'à la machine numérique qui débite des pièces de plastique ou d'acier ou d'aluminium. Eh bien, ces gens-là sont là pour faire en sorte que cette mécanique automatisée de production ne tombe jamais en panne. Et tout ce qu'on leur demande comme connaissance, c'est la logique de la machine ou de la série de machines dont ils ont la garde. C'est tout. Et encore plus, on leur demande simplement d'être capables de comprendre ce que la machine demande. Alors ce n'est même plus eux qui dominent la machine ou qui ont une espèce de supériorité humaine, de supplément d'âme ou de connaissance ou de sens par rapport à la machine. C'est l'inverse, c'est la machine qui dit « si tu es assez intelligent, voilà où la puce qui cloche, voilà l'endroit où il faut changer la carte, voilà, etc. Et puis s'il n'est pas assez rapide pour faire ça, il n'est pas bon. » Alors, et au niveau inférieur, qu'est-ce qu'on forme? On ne forme plus. 45% de la main-d'œuvre des multinationales américaines en particulier sont analphabètes totaux. Et les multinationales ne veulent pas changer ça. Elles ne veulent pas qu'on leur forme le moindrement ces gens analphabètes, parce que s'ils ne sont plus analphabètes, ils vont se mettre à poser des questions. S'ils se mettent à lire des journaux, des analyses fines, ils vont se mettre à poser des questions. Ils vont se mettre à se syndiquer, ils vont se mettre à réfléchir. Donc, surtout pas. Alors, nous avons aujourd'hui, particulièrement en Amérique du Nord et aux États-Unis encore plus, des diplômés du primaire et du secondaire qui sont à peu près dans une proportion qui est assez hallucinante, qui atteint chez nous en tout cas 1 sur 4 au Québec. Et aux États-Unis, si on regardait les vrais chiffres, je suis sûr qu'on approcherait de la même proportion, sinon plus, qui sont diplômés et qui sont analphabètes, qui savent à peu près ni lire ni écrire, mais ils ont un diplôme. Et ce diplôme primaire ou même secondaire, ils l'ont obtenu par l'ancienneté, tout simplement par la présence et par l'âge. Et ça arrange le système. Parce que quand vous avez des opérateurs à la base qui sont des bipèdes quasi décérébrés, c'est-à-dire à qui on n'a même pas appris à penser, parce que pour apprendre à penser, il faut apprendre à lire. Et il faut lire. Si je veux apprendre à penser, il faut que je lise Victor Hugo. Il faut que je lise des poèmes, il faut que je lise des philosophes, il faut que je lise... C'est ça qui m'apprend à penser, des écrivains. Je ne peux pas penser sans me mettre des mots et des façons de manipuler ces mots dans ma tête. Alors si je n'ai pas ça, je ne peux pas penser. Donc, je peux devenir un excellent reproducteur du système qui ne pense pas et qui défend le système. Alors vous avez maintenant des ouvriers qui disent, et ça m'est arrivé, quand je vais dans des situations graves où il y a des fermetures, des mises à pied, etc., et puis je pose la question à des ouvriers, mais qu'est-ce que vous en pensez? Très souvent, ils me disent, c'est la loi du marché, c'est la compétitivité, il faut qu'on soit plus compétitif que les Japonais, sinon ils deviennent les défenseurs du système qui est en train de les broyer.